sont magnifiques ces chiens. Ils sont très affectueux. Hop. Donc là, les chiens sont dans les conditions de la chasse. Exactement. Qu'est-ce que vous lui indiquez? Là, je le stoppe. Au niveau du mirador, là-bas, on a été déposé avant un leurre, donc un apportable. Donc c'est, entre guillemets, notre gibier blessé. Le chien n'a pas vu où il était. Donc c'est un aveugle pour lui, purement. Ah tiens. Voilà, donc là, Elle on l'a peut le trouvé. voir, elle l'a trouvé. Comment vous pourriez définir l'esprit de la chasse? Qu'est-ce qui la caractérise, selon vous? On est à la campagne, on est dans un milieu rural. Et en fait, tout petit, moi, mon père allait à la chasse, mon grand-père allait à la chasse. Pour nous, c'est naturel, si vous voulez. Un vrai sologno, une vraie solognotte qui ne chasse pas, j'aurais tendance à vous dire, c'est pas forcément un vrai sologno ou une vraie solognotte. Après, L'image de la chasse, elle a changé. Ah oui, alors aussi. l'image de la chasse, Vous en souffrez? malheureusement, les chasseurs sont considérés comme des barbares, sans aucune éthique, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif des chasseurs que l'on voit. La chasse en France, ce sont 5 millions de permis en circulation et 1 million de pratiquants réguliers. Notre pays détient d'ailleurs le record européen du nombre de chasseurs. Après le foot et devant le tennis, la chasse est l'un des loisirs préférés des Français, mais c'est aussi le plus contesté. À chaque début de saison revient cette même question, faut-il interdire la chasse? Bienvenue dans Réseau d'enquête. La chasse, c'est une partie de moi. On m'enlève la chasse, on m'enlève ma vie. C'est dit qu'on empruntait la terre à nos enfants. Et moi, j'aimerais bien que mes enfants, justement, et mes petits-enfants, connaissent ça. C'est tellement beau et tellement magique. L'armurerie fait un prix pour les jeunes chasseurs, 800 € le fusil. C'est un beau fusil. Aujourd'hui, en Sologne, 70% des gens vivent des retombées de la chasse. Ça passe par les restaurateurs, les hôteliers, les marchands de gibier. Ça passe aussi par tous les artisans qui travaillent dans toutes les propriétés. Donc, directement ou indirectement, la chasse est une réelle source de revenus. Alors vous voyez donc à gauche, là, une clôture. Là, nous sommes sur le chemin communal. Et de l'autre côté du chemin, à nouveau une clôture. Donc ça piège les animaux. C'est pas de la chasse, c'est de la boucherie. Je vois que nous, avant, territoire ouvert, on faisait 3, 4, 5 pièces maximum dans l'année. C'est 50, 60, 80, 90 cochons par chasse. Ça vous prend aux tripes ça vous... Ah mais moi, c'est toute ma vie, cette Sologne. C'est toute ma vie. Et de voir ça, de me retrouver dans un camp de concentration, c'est horrible. Silence! Oh, ils sont beaux, ceux-là. Bonjour. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un dimanche de chasse avec votre fille, par exemple? Alors un dimanche de chasse avec ma fille, ça va être notamment dans une partie de chasse où on va emmener nos retrievers pour aller rapporter le gibier. Où on va lui confier un chien pour la journée, elle va avoir son petit sifflet, sa petite laisse, on lui prête l'un de nos retraités de concours pour nous, qui va tout simplement travailler pour elle. Ça, pour moi, ça c'est une satisfaction, et puis pour elle aussi, c'est aussi comme ça qu'on arrive à leur donner l'envie de continuer dans cette passion. C'est quoi ces valeurs de la chasse? Qu'est-ce qu'on vous a transmis? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ce qu'on m'a transmis, c'est tout simplement là, une passion, une éthique, une image de la chasse telle que je l'ai à l'heure d'aujourd'hui. Et ce que je souhaite transmettre à ma fille, c'est la même chose. Après, elle aime pas, et ben, elle aimera pas. Mais on aura essayé, en tous les cas.
Le nombre de candidats au permis de chasse est en constante augmentation depuis 10 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle des moins de 20 ans. Nous avons d'ailleurs suivi des jeunes lors d'une partie de chasse dans l'arrière-pays niçois. À la Croix-sur-Roudoul, près de Puget-Théniers, les chasseurs ont une cabane. C'est la mairie qui leur a offert. Ce matin, c'est jour de battue au sanglier. Tenue orange obligatoire. Identifier avant de tirer formellement les animaux. On va tirer qu'au cochon, donc il n'y aura pas trop de difficultés. Par contre, si vous voyez arriver une mère avec des petits sangliers, évitez de tirer la mère, tirez un petit pour les chiens si vous voulez, vous arrêtez les chiens. Roland Glanis assume le rôle de chef de battue. Sa responsabilité peut être engagée en cas d'accident. Les panneaux, c'est pour alerter les randonneurs ou les cueilleurs de champignons. Ça leur est pas interdit. Donc c'est à nous après d'être vigilants voilà, pour la sécurité. Voilà. C'est son obsession, la sécurité, d'autant que ce jour-là, sur les 22 chasseurs, il a un jeune invité, un adolescent. À 15 ans, le jeune homme doit encore attendre une année avant de passer son permis de chasse. Mais il peut déjà utiliser la carabine de son père. C'est la chasse accompagnée. C'est le passage des animaux. Tu vois les dragues là, ici. Tu en as une là plus bas, tu en as deux en dessous. Voilà. Alors là, tu peux tirer jusque là au vallon, là, où tu vois, alors ça risque rien. Bon, moi je vous dis merde, hein. Mais je m'avais derrière là-bas. Le binôme est posté. Sullivan peut charger son fusil. Mais la sécurité. Tu fermes. Allez. Parfait. Allume le point rouge. Pendant toute la durée de la battue, il ne bougera plus. Il ne lui reste plus qu'à attendre le sanglier. Voilà. Parfait. Le face-à-face ne lui fait pas peur. Non, pas forcément. Ça dépend. Peut-être impressionné, un peu. Mais sinon, non. C'est un moment unique en fait. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. On ne peut pas prévenir à l'avance. Il peut ne pas passer sur les drailles, sur les passages. Être au cœur de la forêt, en dehors des sentiers, pour le père et le fils, ce sont des moments privilégiés. Il doit y en avoir là-dedans des servités. Ouais. Ça me fait plaisir parce qu'on passe, on passe des bons moments ensemble. Voilà. On pourrait passer des moments ensemble à jouer au ballon. Mais bon, voilà. Il a accroché à la même passion que moi. Ça lui plaît. Je suis content pour lui, voilà. C'est... En contrebas, les chiens s'agitent. Ils ont senti un sanglier. Ils vont tenter de lever la bête pour la faire fuir. Ça va aller vite, là. Mais le sanglier ne passera pas par là. Les chiens ont arrêté d'aboyer. Ils ont perdu la trace de l'animal. Ouais. Ouais. La tension retombe. La battue est levée au bout de 4 heures. Le sanglier est passé plus haut. J'ai des chiens qui sont montés en crête, ça a tiré derrière. Sur l'autre colline, un chasseur n'a pas manqué sa cible. C'est bien, ouais. Et avec le 243 ? Ouais, une balle. Il est resté net ? Ouais, quasiment. C'est pas votre premier ? Non. Ça fait quelques-uns déjà, oui. C'est-à-dire ? Une cinquantaine, depuis que je chasse. Et ça fait combien d'années que vous chassez ? 5 ans. Et là, ça vous fait quoi de le voir là ? Presque peine. Mais bon, c'est... Après, on va à la chasse, hein. Mais ça fait... On est content de tuer, mais quand on arrive et qu'on voit la bête morte, ça fait toujours un peu de peine, quoi. C'est un peu paradoxal quand même. Ouais, complètement. Ça s'explique ? Une passion qu'on m'a appris depuis tout petit. Et puis après, c'est la finalité de la chose, on y va pour ça aussi. Donc c'est comme ça. On regrette pas.
Bonjour Benjamin Tranchant. Enchanté. Merci de m'accueillir dans votre domaine. Pourquoi vous avez accepté de nous ouvrir vos portes? Considérant que je n'ai rien à cacher, c'est un grand plaisir que je vais vous faire visiter, c'est de vous faire voir des animaux, vous montrer comment on chasse, les règles de chasse, les règles de sécurité. Donc la meilleure chose pour démystifier toutes les imbécilités, toutes les absurdités, toute la propagande, toute la diffamation, toute la calomnie qu'on entend depuis quelques mois, moi j'ai décidé d'ouvrir les portes. Vous en avez combien des miradors sur le terrain? 400. 400 miradors comme celui-ci? Ah oui, c'est énorme. C'est impressionnant. Ouais, c'est des lignes de 20-25, puisque j'aime bien avoir trop que de me dire en fait je suis bloqué, je dois tous utiliser. Donc selon la configuration, j'affecte tel ou tel mirador le matin. Moi, mon concept, c'est d'être suréquipé pour toujours avoir le choix. Si on est 4, je dois pouvoir faire une battue à 4. Si on est 15, une battue à 15. Voilà. On est en pleine campagne, c'est étonnant quand même de voir tout ce dispositif de sécurité. Vous avez plus de 200 caméras quand même. Oui, plus de 200 caméras, malheureusement, parce que là, je ne suis plus dans mon outil de travail, je suis dans ma vie personnelle, dans mon loisir. Vous avez dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour vous clôturer. La nature ne peut plus évoluer librement, les animaux ne peuvent plus se déplacer librement entre les parcelles. C'est ce qu'on vous reproche. C'est regrettable en soi, je le conçois. J'arrive à comprendre, mais il faut aussi comprendre pourquoi on en arrive là. Et c'est pas parce qu'on veut chasser en milieu fermé qu'on met des clôtures, non, c'est l'inverse. On se retrouve victime de devoir chasser en milieu fermé pour se protéger. Et c'est malheureusement, quand tout le monde l'aura compris, on aura fait un grand pas. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur votre propriété privée là? Voilà, il y a marqué propriété privée avec un panneau là juste devant. Ils sont dessus là, sur ce chemin? Ils sont en plein dedans, oui. C'est pas gênant, une famille qui se balade en forêt? Non, c'est pas gênant sur le concept, mais je vais pas chez eux. Et puis je vous dis encore une fois, si je fais une approche de chevreuil et que j'ai des gens qui sont chez moi que je ne le sais pas, que je blesse quelqu'un, c'est un vrai problème. Là, qu'est-ce que c'est? Photographe qui vient en pleine période hivernale pour faire des photos de cerfs. C'est un photographe qui s'est introduit dans votre propriété? Oui, tout à fait. Une intrusion la nuit avec une camionnette qui défonce les portails. C'est ça que vous voulez éviter avec toutes ces barrières? Bah oui, c'est l'incivilité, c'est les débris de camions, de chantiers qu'on verse chez vous, des gens en plein mois de juillet, obligés de faire intervenir les forces de l'ordre. Donc ma générosité a une limite, vous voyez. Beaucoup de gens qui se promènent. Après, ça reste la nature. Moi aussi, depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'emmenaient en forêt. Bah oui, en forêt domaniale, je pense, pas chez les propriétaires. Voilà, il y a des forêts domaniales qui sont justement dédiées à se promener, à aller faire des cueillettes de champignons et pas aller chez un propriété privée. Aujourd'hui, en Sologne, on compte plus de 3000 km de clôture. Ce sont d'immenses parcelles de forêt encerclées par des grillages allant parfois jusqu'à 2 mètres de haut et les animaux sauvages ne peuvent plus se déplacer en toute liberté. Il y a 20 ans qu'ils se battent pour la libre circulation du gibier. Marie et Raymond Louis sont solognos et chasseurs. Mais le cœur de leur combat, ce sont les grillages. Alors vous voyez donc à gauche, là, une clôture. Clôture de chez Monsieur Bic. Là, nous sommes sur le chemin communal. Et de l'autre côté du chemin, à nouveau une clôture. Donc ça piège les animaux, ils sont vraiment piégés. À Ivoile-Marron, Sébastien Camus est le régisseur d'un territoire de chasse appartenant à un industriel allemand. Alors ici, nous sommes là. Les voisins qui sont enfermés avec moi, ils ont ce petit territoire qui est là et tout ça. Et alors pour le reste, c'est mon voisin engrillageur. Et résultat, c'est qu'on a ici une belle prison à ciel ouvert pour la faune de Sologne qui reste enfermée sur un peu plus de 2000 hectares. Voilà. Le voisin en question n'est pas n'importe qui. Yves Forestier est un grand patron passionné de chasse qui sait se montrer généreux avec les autorités locales. Il n'y a qu'à voir les relations de M. Forestier avec le maire d'Ivoile-Marron, où je ne dirais pas qu'il y ait une certaine connivence, mais en tout cas une certaine compréhension pour l'un et pour l'autre.
Monsieur Forestier est aussi à la tête d'une grosse société de location de camions frigorifiques qui a une vue européenne sur le marché. Donc il y a la puissance de l'argent et aussi la puissance des appuis politiques. Il nous a donné un véhicule pour notre EHPAD, tout à fait. Un jour où nous sommes tombés en panne brutalement, je l'ai appelé et il a tout de suite dit « Bon, bah tiens, je te confie un véhicule, que tu peux le garder le temps qu'il faudra, et même le garder en permanence, y compris l'entretien. » Ce n'est pas le seul lien entre l'industriel et le premier magistrat d'Ivoile-Marron. Le gendre du maire est aussi à la tête de l'entreprise qui a posé les grillages chez Yves Forestier. Son métier, c'est de faire l'entretien de propriété, donc effectivement, il pose des grillages chez Forestier ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est son métier. Et ça, c'est pas un problème dans la nature de vos relations avec justement ces grands propriétaires? Non, pas du tout. Non. Pour moi, c'est pas un problème en tout cas. Ça pourrait peut-être l'être. Certains peuvent comprendre que c'est peut-être plus difficile que ça le soit, mais moi, ça ne me crée aucun problème. Ça ne m'empêche pas de dormir. Sébastien Camus, lui, dort mal depuis longtemps à cause des barbelés qui encerclent sa propriété, mais pas seulement. Son éthique de chasseur est aussi mise à mal par les pratiques de son voisin. C'est pas de la chasse, c'est du baltrap cynégétique. C'est même pas du baltrap cynégétique, c'est du baltrap tout court, c'est de la boucherie. Quand je vois que nous, avant, territoire ouvert, on faisait 3, 4, 5 pièces maximum dans l'année, c'est 50, 60, 80, 90 cochons par chasse. Achetez le maximum de territoire. De 1, vous défiscalisez, loi Monichon. De 2, vous vendez du bois. De 3, vous vendez des actions de chasse. De 4, le gibier tué, vous le vendez à Rungis. On est gagnant sur tous les tableaux. C'est dégueulasse. Contacté par téléphone, Yves Forestier s'appuie sur le droit de propriété qui permet de s'en clore et sur la réglementation qui autorise la chasse en parc clos toute l'année, à l'exception des oiseaux. La loi est très mal faite et je pense aussi que les politiciens, depuis une bonne trentaine d'années et encore aujourd'hui, n'ont pas le courage de dire stop. Pour la simple bonne raison, c'est que certains politiciens sont de fervents chasseurs qui aiment aussi chasser avec ces gens-là dans ces pseudo-parcs. Sébastien Camus n'est pas le seul à être révolté par ces pratiques. Vous voyez, il y a plein de chasseurs encore aujourd'hui. Moi, si on me met des grillages partout, si on me tue la chasse, eh ben, on me tue mon commerce aussi. Hein. Dans des petites chasses comme nous, eh bien, on a des bracelets. Ces gens-là, chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un territoire qui leur appartient, qui est grillagé, et où on fait payer des journées de chasse. C'est ça qui est en train de détruire la chasse. Parce que si toute la faune est ouverte, tout le monde profite. Mais qui entend la parole des chasseurs? En Sologne, tout le monde connaît Hubert Louis Vuitton, propriétaire de plusieurs domaines et vice-président de la Fédération nationale des chasseurs. C'est lui qui est en charge du dossier sensible de l'engrillagement grâce à ses relations avec les grands patrons qui chassent en enclos. J'ai la chance d'en connaître certains, oui, c'est sûr. Je me suis déjà permis de leur dire « Attention, c'est pas bien. C'est cette chasse-là qui sera attaquée demain. C'est celle-là qui va m'empêcher, moi, propriétaire à côté en espace libre, qui va m'empêcher de chasser demain parce qu'on va attaquer cette chasse intensive. » Donc j'essaye de leur faire comprendre, mais là c'est pareil, chacun est chez soi, chacun est libre, c'est autorisé. Ils le disent, hein, Hubert, mais attends, j'ai le droit, pourquoi je le ferais pas? L'association Les Amis des Chemins de Sologne, fondée par Marie et Raymond, est le porte-drapeau des anti-engrillagement. Oui, tu as bien fait d'appeler monsieur le maire. Là, il faut qu'on le rencontre prochainement pour savoir un peu ce qu'on fait avec les engrillagements qu'il y a autour de chez lui. Tout ça, c'est pour faire des tableaux de chasse de plus en plus gros. Et comme mon voisin, il en a tué 100, moi, le prochain coup, je vais en tuer 120. Tous les animaux, comme ils sont tellement cloîtrés dans ces grillages, c'est sûr que là, ça fait du massacre quand ils passent à la ligne, oui. Et sans aucun respect, ils tirent même des laisses fuitées, même les petits sangliers, il n'y a aucun respect. Aucun respect de l'animal, ils ne vont même pas finir un animal qui est blessé. Ils ne sont pas regardants à dépenser 50, 100 000 euros s'il le faut pour poser une clôture, pour poser des grilles au sol. Mais non, on ne peut pas parler avec ces gens-là. Ils sont dans un autre monde.
Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau cette Sologne. Regardez comme c'est beau, si vous vous retournez. Mon fils, en venant se balader pour malheureusement voir le grillage, a fait partir un chevreuil qui est venu se foutre dans le grillage. Alors il s'est forcément un peu blessé, mais il a rebondi, puis il est reparti, parce qu'effectivement les animaux là, pendant les semaines et les mois qui viennent, ne connaissent pas le grillage, ils ne le voient pas. Et donc lorsqu'ils s'enfuient, ils courent. Se jettent dessus. Et donc effectivement, il y a une mortalité quand même assez importante dans ces grillages, mais je dirais que ce n'est pas ce qui est le plus grave. Aujourd'hui, c'est ce labyrinthe que la Sologne est devenue, à l'intérieur duquel les animaux ne peuvent plus circuler. Tiens, bah là, oh, la petite grenouille là. Ah bah là, typiquement, voilà, elle peut pas passer le grillage. En plus, là, le grillage, il s'enfonce sur au moins 20 cm dans le sol. Voilà, alors qu'avant, je pense qu'il y avait peut-être un point d'eau derrière. Je pense que je vais essayer de l'aider. Voilà, pauvre. Sans lui faire de mal. Hop. Hop. Voilà. Hop. Oh là, c'est bon. Pourquoi on en arrive là? Le paysage est défiguré. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres en Sologne, bordés, des routes bordées de grillages, quoi. Ça ressemble plus à rien au final. On en est arrivé là parce que malgré le fait que tous les Solognos et plus avertissent l'État depuis 30 ans sur cette prolifération de grillage, personne ne fait rien. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que qui arrive le week-end pour aller chasser dans ces parcs, c'est des députés, des sénateurs, des ministres, je pourrais vous en citer une grande liste, on les connaît, et que ces grands groupes, au Sénat et à l'Assemblée, qui sont aujourd'hui en train de changer un petit peu leur fusil d'épaule, et le terme est bien choisi, mais ont tout fait jusqu'ici pour que les lois qu'on demande depuis très longtemps ne passent pas. Moi, j'en ai personnellement parlé avec Emmanuel Macron. Vous avez rencontré aussi Barbara Pompili. J'ai rencontré tous les ministres de l'écologie successifs depuis 20 ans. Tous sont absolument horrifiés de ce que j'ai pu parfois même leur montrer, parce que certains sont venus ici. Emmanuel Macron lui-même, lorsque je lui ai montré, exposé la chose, m'a dit « mais c'est absolument scandaleux que ça soit encore possible, que dans une région aussi belle que celle-ci... Et alors, les actes derrière? Et puis donc derrière les actes, vous rencontrez un ministre, puis un autre, aussi puissant soit-il, ministre d'État, etc. Alors effectivement, il y a un rapport qui a été demandé, excessivement bien fait, très sérieux, mais c'est presque un rapport de plus. La seule chose qui puisse sauver la Sologne, la seule, c'est interdire la chasse dans des espaces où les animaux n'ont pas la possibilité de pouvoir s'enfuir. Vous avez espoir que ce projet de loi puisse aboutir et que ces grilles puissent tomber? L'espoir fait vivre. En octobre 2017, un cerf, à bout de souffle, est abattu dans le jardin d'un particulier dans lequel il avait trouvé refuge en bordure de forêt de Compiègne. Des images qui ont fait le tour de la France et qui ont ravivé le débat autour de la chasse à courre. Nous sommes allés à la rencontre des partisans et des opposants à cette pratique dans l'Oise. Les premiers à vouloir que cette saison soit la dernière, ce sont bien sûr les militants d'AVA. Chaque samedi, ils se réunissent près de la forêt de Compiègne pour s'équiper avant de rejoindre la zone de chasse. Chacun. Avec comme ça, vous avez les noms des carrefours, les routes. Parmi eux, de nombreux habitants du coin comme Claire, excédés par les méthodes des équipages de chasse à courre. On va se promener, quelle que soit la saison, on les rencontre et ils passent en 4x4. Ils détruisent les chemins, les voies de passage. Et puis, quand on est en période de chasse à courre, évidemment, là, ça devient compliqué. Quand je vais travailler, moi, il y a un an, je me suis retrouvée avec 2 chevaux qui ont foncé sur ma voiture. Vers 10h30, les militants se répartissent dans plusieurs voitures et prennent la direction de la forêt. Nous embarquons avec Audrey, engagée contre la vénerie depuis le début d'AVA, mais pas forcément contre tous les types de chasse. On ne s'attaque pas à la chasse à tir parce que quelque part elle est moins cruelle, elle ne traque pas un animal pendant des heures et elle ne le met pas dans un état
à se faire noyer dans un lac ou croquer par des chiens en fin de chasse avant d'être servi par une dague en plein cœur. Du côté des chasseurs, la journée commence elle aussi par un rassemblement. La spécialité de cet équipage, c'est la chasse au cerf. À sa tête depuis 2001, Alain Drache, issu de la famille Rothschild, une longue lignée de veneurs. Ta famille, elle est là aussi. Hein. Tous les gens qui sont là font partie de la famille de ceux qui aiment la chasse. Certains aiment plus les chiens, comme moi. D'autres aiment juste la nature et ce qui peut s'y passer, les animaux. Ça va, oui. Personnellement, à quel point vous y êtes attaché? Par toutes mes racines. Par toutes mes racines, comme un vieux chêne. Pour traquer l'animal, les veneurs sont accompagnés d'une meute de 46 chiens qui jouent le rôle des prédateurs. Après avoir retrouvé la trace d'un cerf grâce à son empreinte, les cavaliers lâchent les chiens sur la piste. La chasse peut enfin commencer. Après une bonne demi-heure de route, Audrey, la militante, finit par retrouver le point de ralliement des chasseurs. Le rendez-vous où on a pas mal de camions de chevaux, donc ils descendent les chevaux là, puis ils partent après sur la chasse sur les parcelles en forêt. Donc on a la gendarmerie maintenant qui est tout le temps là, systématiquement. Entre les voitures des militants et celles des chasseurs, la forêt n'a plus grand-chose de sauvage. Mais la priorité des anti-chasses, c'est avant tout de retrouver l'équipage afin de filmer le moindre dérapage et de le diffuser sur Internet. Dernier exemple en date, les images d'un cerf poursuivi par la meute d'Alain Drache qui s'était réfugié près d'un chantier de Compiègne en septembre dernier. Depuis la polémique, une vingtaine de nouveaux membres auraient rejoint les rangs du collectif. Ces vidéochocs n'arrangent pas vraiment Laurent Fac, qui gère la communication de la société de vénerie en Picardie. Depuis quelques années, il joue régulièrement les chauffeurs pour conduire des journalistes comme nous au plus près de la chasse, une contre-attaque médiatique pleinement assumée. Nos opposants, médiatiquement, ont pris une longueur d'avance. C'est vraiment devenu une guerre de communication. Je pense que la chasse à courre ne pourra pas être interdite sur base uniquement de communication sur les réseaux sociaux, parce que sur le fond, notre pratique est parfaitement inscrite dans son temps et elle gagne juste à être expliquée. Effectivement, en France, la chasse à courre n'a jamais compté autant d'équipages. Malgré les voix qui s'élèvent contre ce mode de chasse, 10 000 pratiquants s'adonnent chaque saison à ce loisir hérité de François Ier. Pour défendre ses valeurs, la vénerie française peut aussi compter sur 100 000 passionnés qui suivent chaque chasse comme un jeu de piste. C'est une passion, Si vous m'enlevez ça, moi je reste chez moi, je ne sors plus. Mais à 72 ans, Jacqueline reconnaît que les anti-chasses gâchent un peu son plaisir. Est-ce que ça vous fait de la peine de voir que votre passion est mal comprise? Ah, moi, quand je les vois, je me retiens, mais je suis vieille, vous allez me dire. Mais ma main sur la figure, il l'aurait. Hein. Ah, je me retiens, il y a des fois. Parce que moi, je trouve qu'avant de critiquer, il devrait voir vraiment ce que c'est. La méconnaissance de la forêt, c'est ce que les amateurs de vénerie reprochent à leurs opposants. D'ailleurs, ce jour-là, les militants sont un peu perdus et ont du mal à retrouver l'équipage. Rodolphe, qu'est-ce qui se passe? À mon avis, en fait, ils sont partis par là-bas. Donc on va essayer de les rattraper au prochain carrefour. C'est une course-poursuite derrière les chasseurs? C'est ça. Eux, ils courent après le cerf et nous, on court après les chasseurs. De leur côté, les cavaliers ne se privent pas de les narguer. Comble de cette course-poursuite, les militants sont eux aussi suivis à la trace par des partisans de la chasse à courre reconnaissables à leur gilet jaune. Officiellement, ils sont là pour garantir leur sécurité, mais officieusement, ils les empêcheraient parfois de filmer. Ils disent que c'est une belle tradition, que c'est beau la chasse à courre, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de maltraitance. Pourquoi il y a des images à cacher? Avant de pouvoir s'intéresser à la chasse, il faut la comprendre et il faut la connaître. Est-ce que ce monsieur sait combien un chevreuil, combien une biche peut avoir de petits par an? Je pense que ce monsieur n'y connaît absolument rien à la nature et c'est ce qui lui manque cruellement. Et je pense qu'il a un complexe vis-à-vis de ça, mais c'est pas la bonne solution que de venir embêter des gens qui eux, font une activité légale en forêt. Un vrai dialogue de sourds s'est installé entre les deux camps. Qu'est-ce que c'est les essences d'arbres? C'est quoi comme arbre en face de nous là? Ouais, des palmiers, c'est ça. Aujourd'hui, la vénerie est toujours totalement légale en France.
Conscient d'être dans son droit, Alain Drache termine sa journée de chasse. Comme 2 fois sur 3, le cerf a été plus malin, mais il reste déterminé. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui a dit qu'on empruntait la terre à nos enfants. Moi, j'aimerais bien que mes enfants, justement, et mes petits-enfants connaissent ça. C'est tellement beau et tellement magique. Nous sommes de plus en plus urbains et notre rapport à l'animal a profondément changé. Il est désormais sacralisé. Je vais retrouver ici, sur les bords de Loire, Francis Wolff. Il est philosophe et professeur émérite à l'École normale supérieure de Paris. C'est un spécialiste de la question. En quoi le rapport homme-animal a changé ces dernières années en France? Pendant des siècles et jusqu'à pas longtemps, l'homme était considéré comme le grand conquérant de la nature, celui qui est une sorte de héros prométhéen, capable de domestiquer le monde sauvage. Et l'image s'est inversée, et désormais, l'image qu'on a de l'homme, c'est au contraire le super prédateur, agressif, envahisseur, qui a colonisé tous les territoires animaux et qui, quelque sorte, est celui par qui le mal arrive. Et le chasseur incarne cette nouvelle image de l'homme. En fait, on met autant d'affect dans un animal domestique que dans un animal sauvage que l'on ne connaît pas. Progressivement, nos contemporains ont projeté de plus en plus sur l'animal en général les relations qu'ils ont avec leurs propres animaux, avec qui on a des relations essentiellement affectives. Eh bien, l'idée qu'on va le traiter de façon individuelle, comme un être individuel, qui a droit individuellement à un bon traitement et à la vie, on va le projeter sur tous les animaux sauvages. Une dernière question. Faut-il interdire la chasse? Je crois qu'en tout cas, l'idée, le besoin qu'il y a dans la ruralité de conserver un rapport à l'animal qui ne soit pas simplement un rapport d'affection, celui que nous avons pour nos chiens et nos chats, qui ne soit pas simplement celui que nous avons quand nous allons chez le boucher pour acheter de la viande ou acheter du lait, etc. Mais qui soit un rapport dans lequel il y ait ce contact, cette espèce de compréhension intuitive qui est supposée avoir le chasseur, qu'il soit homme ou qu'il soit animal, qu'il soit cette pensée-là, je crois, cette pensée chasseur, si je puis dire, je crois qu'elle est nécessaire à l'être humain. Vas-y venir, vas-y venir. 3, 2, maintenant. Bien joué. Oh, c'est puissant. Beau tir. Vous ne dites pas tuer, mais vous dites prélever des animaux. Alors, il y a une grosse différence. Il y a une grosse polémique sur le terme de tuer ou prélever. On tue un animal, ça c'est clair et net, mais je préfère prélever parce qu'il y a une dimension derrière de prélever dans un but. Et de tuer, il y a moins de but derrière. À vous écouter, j'ai le sentiment que vous voulez un petit peu changer l'image de la chasse, redorer le blason de la chasse, parce que elle en a besoin. Aujourd'hui, elle en a besoin, la chasse. Oui, on va pas se le mentir, on est attaqué de toutes parts. C'est nous-mêmes, même en tant que jeunes chasseurs, qui demandons juste à vivre notre passion et à vivre ensemble dans notre passion. On demande juste ça. Et bien, on est quand même attaqué. On ne compte pas les insultes qu'on reçoit, que ce soit l'association, que ce soit même personnellement. Discuter avec des personnes qui n'aiment pas la chasse, c'est toujours compliqué parce que comment voulez-vous accepter une passion si vous n'êtes jamais venu sur le terrain en fait? Voilà, c'est toujours ce que je réponds.
Mais vous les comprenez quand même, ces anti-chasses? On n'a pas... Ils ont leurs arguments et ils ont raison. Ça va parfois dans le sens de l'histoire aussi. Alors, ils ont leurs arguments, oui. Mais en fait, si vous voulez, par exemple, comme une chasse aujourd'hui, si on n'est pas là, il va y avoir un problème à un moment. On parle de 40 000 € de pertes. C'est bête, mais moi j'ai entendu des histoires de cordes autour du cou. Les exploitants qui ont arrêté. Voilà. Voilà. Moi j'ai toujours connu mon grand-père. Il faisait des journées mais de 6 h du matin jusqu'à quasiment 18 h. Et à 18 h, il était dans le champ avec son fusil pour protéger son travail d'aujourd'hui. Là, c'est la chasse-service. C'est la chasse-service, mais il y a la chasse-plaisir. La chasse-plaisir, c'est se balader avec un fusil dans un champ et puis si on peut prélever un lièvre ou prélever un faisan, Mais on va dire que cette chasse-plaisir, c'est une chasse d'héritage. Voilà. C'est nos valeurs, notre histoire, notre passé. On a toujours chassé. Et nous, on a besoin. Il faut une régulation des corvidés ou du gibier. On a besoin des chasseurs. Le monde agricole a besoin des chasseurs. Si demain on vous dit la chasse, c'est terminé en France? C'est une partie de moi. On m'enlève la chasse, on m'enlève ma vie. De façon bénévole, de nombreux chasseurs, comme Louis Rossignol, participent à la gestion de la faune et de ses habitats. Pour autant, ils reconnaissent parfois volontiers que la passion dépasse la raison. À Saint-Césaire, les grives cuisent depuis une bonne heure maintenant. Et là, on fait un peu les croûtons pour qu'il y ait un peu de jus sur tout le pain. Alain Mourlan en mange depuis toujours des grives. C'était le repas du samedi, en famille. Ce qu'il chasse aujourd'hui est beaucoup plus gros. Je l'ai tué avec cette flèche-là. Mais vous n'utilisez que l'arc, vous? Non. Non, le week-end, je chasse avec les collègues au fusil. Je fais le cow-boy. Et le mercredi, l'Indien. Voilà. L'hôte de la soirée, c'est Gilbert David, président de la société de chasse de Saint-Césaire, terre de prédilection pour la chasse aux grives. À l'entendre, il est loin le temps où l'on comptait ses cartouches avant d'aller chasser. Quand on fait 2-3 brochettes par an, ça suffit largement. Certains, je ne cautionne pas pour eux parce qu'ils tuent beaucoup plus de grives que ceux qu'ils devraient tuer. Ils ne sont pas raisonnables et j'ai bien peur qu'un jour, on finisse par que ça devienne désormais très très rare et c'est pas sûr qu'on continue à en manger. À sa table ce soir, certains reconnaissent avoir eu par le passé la gâchette un peu facile. Les excès, on les a fait. De jeunes, on les a fait. On a fait les excès. Puis un beau jour, on se réveille, on se dit c'est nul ce qu'on fait. Donc on rentre dans une autre approche de la chasse qui devient très très respectueuse. Nous, on voit maintenant avec mon ami Michel, quand on monte au chamois, avant de tirer un chamois, je peux vous dire, celui-là il n'est pas beau, celui-là il est trop gros, celui-là il est trop jeune. Alors qu'avant, d'une époque, on aurait tué notre père et notre mère pour tuer un chamois. Voilà, donc ça, c'est bien. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi. On n'est pas... Non, mais pourquoi vous auriez tué père et mère pour avoir un chamois? La passion, nous passer au-dessus. La passion a dépassé la raison. Mais la passion de quoi? De la chasse, de la chasse à tout prix. C'était la chasse à tout prix. D'avoir un trophée? D'avoir un trophée, d'avoir le nombre. On reconnaît qu'on a couru derrière le nombre. Et on l'a eu le nombre. Puis un matin, on s'est réveillé, on a dit oh, c'est bon, stop, c'est fini, on arrête. C'est complètement idiot. Il faut les manger de suite. Ah oui, mettez le couteau, voilà. C'est une mauvaise fourchette que tu as pris. Ça fait... Avec les doigts en mange. Voilà, obligé. Hein. Ophtalmologue, professeur, technicien, retraité, tout le monde a son rond de serviette. Jean-Michel Bezombe enseigne le sport. Il a grandi avec les récits de son père. Des histoires de ruralité, de chasseurs et de sangliers, la bête noire, celle qui le passionne depuis tout petit. De son père, il a gardé le fusil. Mon père, il me faisait élever des lapins. Il me faisait élever des lapins pour mon argent de poche. Et comme il avait un restaurant. Et après, il fallait que je les tue pour qu'il me les paye. Donc on avait intégré ça. C'est des choses qu'on avait intégrées. Il y avait la vie, et puis pour les manger, il fallait les tuer. On vit dans un monde où en fait c'est ça, c'est la vie, la mort, les forts, les faibles et tout ça. Et nous on en a fortement conscience. Plus probablement que certaines personnes
qui sont dans leur ville, qui sont là, qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir un accident et pourquoi il se passe ceci. Quand quelqu'un se casse la figure en montagne, il faut trouver un responsable. Il s'est cassé la figure en montagne parce qu'il s'est cassé la figure en montagne, point à la ligne. C'est un rapport à la mort qui est peut-être différent, peut-être. Je ne sais pas, il y a un rapport différent. Allez, je vais te chanter, monsieur le président, je vais vous chanter de belles chansons. Contra Marino di Mar, che vendete là. La settimana dell'anno di mezzo del seno, di satto del strato, di vento del seno, di giorno faglione, di becco dell'erba, di mar, de là, di lune de fassu. Je vais vous montrer un endroit assez rare, pour lequel on n'ouvre pas souvent les portes. C'est cette pièce. D'où viennent tous ces animaux? Ils ont été chassés en France ou à l'étranger? Alors, certains ont été chassés, comme ce chamois qu'on voit là-haut, qui est une espèce de gibier. D'autres ont été braconnés. Combien d'agents dans la région? Alors, dans la région, il y a 115 agents. Sur la Sologne, il y a 48 inspecteurs de l'environnement. C'est le gros des équipes de la direction régionale. C'est la police de l'environnement? C'est la police de l'environnement. Ils sont armés? Ils sont armés, ils sont commissionnés assermentés, ils portent un uniforme, des galons, ils portent une plaque mentionnée police de l'environnement et effectivement des équipements de défense. 48 agents pour des milliers de chasseurs ici en Sologne, c'est Oui. suffisant? Oui, je pense qu'on exerce une pression de contrôle qui est suffisante. À titre d'exemple, on a dressé 200 procédures judiciaires, alors procès-verbaux, timbres-amendes, relatifs à la police de la chasse l'année passée. Concrètement, quel type de procès-verbaux vous avez dressé cette année? Donc, par exemple, procès-verbaux pour non-détention du permis de chasser, pour absence d'assurance ou non-validation du permis de chasser. Des personnes aussi qui chassent en dehors des périodes autorisées. Donc ça peut arriver. C'est du braconnage? C'est effectivement ça. Et des infractions aussi au schéma départemental de gestion cynégétique. Qu'est-ce que c'est que le schéma départemental de gestion cynégétique? C'est un peu la feuille de route du chasseur dans son département. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, quelles sont les recommandations, et c'est validé par le préfet. Donc on contrôle aussi le bon respect des dispositions de ce schéma départemental. De l'artisan à la grande surface, les équipementiers sont nombreux. Un chasseur dépense en moyenne 2162 € par saison, direction les Hauts-de-France. Des armes à feu traitées comme des œuvres d'art. Dans cet atelier, le fait main est roi. À partir d'un simple bout de bois, ces artisans façonnent une crosse stylée, sur mesure. Les chasseurs accordent beaucoup d'importance à fusil et carabine et ils sont prêts à mettre le prix pour manier l'instrument parfait. Les armes de chasse sont comme une montre. Vous pouvez avoir une mécanique très simple comme une mécanique très complexe. Du coup, ça a un prix. On peut avoir des fusils industriels maintenant qui sont fabriqués en Turquie pour 500 € et avoir des fusils 100% artisanaux, et là on va jusqu'à 80, 100 000 €, voire plus. Vas-y. L'armurerie compte des clients et des clientes. Lucie Vectin chasse depuis 5 ans. L'armurerie fait un prix pour les jeunes chasseurs, 800 € le fusil. C'est un beau fusil. Balles et cartouches s'empilent en rayon. Les prix varient considérablement en fonction de la technicité du produit. Une boîte de 20 projectiles peut coûter 400 €. Les chasseurs sont très dépensiers pour leurs loisirs favoris. Oui. Si le chasseur effectue 5 modes de chasse, il peut avoir 5 armes différentes, ce qui peut faire un budget assez impressionnant à la fin de l'année. Au revoir.
Nous voici dans le sous-sol de Terre et Eau, grande surface consacrée à la chasse et à la pêche. On y va. J'étais assez mécontent de mes dernières chasses où j'ai loupé pas mal d'animaux, donc je voulais voir si ma carabine était bien réglée. Retour à la surface. L'enseigne a été créée par un ancien salarié de Decathlon, lui-même chasseur. Elle compte 16 magasins en France. Celui d'Amiens lui rapporte son plus beau chiffre d'affaires annuel. 7 millions d'euros dépensés par 130 000 clients. C'est une passion qui coûte cher. Environ 1000 à 1500 euros pour une année. Entre 500 et 1000 euros. À peu près, ouais, c'est ça. En étant jeune, il faut savoir les mettre des sous de côté, mais les armes aujourd'hui coûtent quand même assez cher. Le chasseur est coquet. Le chasseur a besoin d'être bien habillé, le chasseur a besoin d'être au chaud. Donc en fait, les firmes ont tendance à créer des produits très techniques. On a des vestes à 600, 700 euros très facilement. Oui. Le chasseur est coquet et avide de trophées. Sur ses étagères sont alignés des produits qui rendent fou le grand gibier. Leur odeur puissante attire cerfs et sangliers. Le goudron de l'Orverge, c'est un antiparasitaire pour le sanglier avec une odeur très forte de goudron. Voilà, ce qui les appelle de très loin justement. Et l'objectif, c'est quand même de rapatrier les animaux sur notre territoire de chasse et surtout de les fixer. Aujourd'hui, le sanglier prend une grande part dans notre chiffre d'affaires, surtout en fin d'année, puisque c'est le gibier le gibier phare, hein, c'est le Graal du chasseur. Le nombre de chasseurs a baissé, mais ils sont encore plus d'1 million en France. La filière pèse lourd et sa fédération nationale entend le rappeler. Une étude commandée en 2017 évalue le chiffre d'affaires du secteur à 3 milliards 900 millions d'euros. Quel souvenir vous avez de cette armurerie lorsque vous étiez petite? Les souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance, forcément, puisque moi, mes parents, historiquement, habitaient au-dessus de l'armurerie. Donc, je veux dire, j'ai vécu dans l'atelier. J'ai des souvenirs d'avoir participé avec mon grand-père à la fabrication de cartouches, puisqu'à l'époque, ça se faisait surtout à la main. D'avoir poncé des crosses à l'atelier. Ce côté intérêt du travail manuel m'a toujours passionnée. Qui sont les clients qui passent la porte de votre magasin? La chasse est par définition un lieu de mixité. Et c'est ce qui fait sa richesse et son intérêt aussi. Donc ce sont des gros propriétaires, mais ce sont aussi le chasseur passionné, voilà, qui est plus modeste, mais qui est effectivement... La chasse est un loisir cher, il ne faut pas se le cacher, mais il y a des gens qui effectivement mettent tout, comme dans une passion, hein, tout leur argent dans une passion, dans l'achat d'une arme et dans la pratique de celle-ci. Le chiffre d'affaires ici, il est de combien? C'est un bon chiffre? On dépasse le million d'euros. 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une véritable économie de la chasse en Sologne. C'est quelque chose d'important. C'est important. Nous vivons directement, mais nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, en Sologne, 70% des gens vivent des retombées de la chasse. Ça passe par les restaurateurs, les hôteliers, les marchands de gibier. Ça passe aussi par tous les artisans qui travaillent dans toutes les propriétés. Donc directement ou indirectement, nous en Sologne, il y a peu d'industrie, on a peu d'agriculture. Donc la chasse est une réelle source de revenus pour les gens qui habitent sur place aussi. Si demain, par exemple, la chasse devient interdite? Pour moi, la chasse, elle n'est pas menacée dans les 10 prochaines années. Elle est l'essence de notre territoire. Et je crois que cette pratique raisonnable, raisonnée, intelligente par rapport au respect de chacun et des gens qui aussi sont moins pratiquants et sont même anti-chasse, je pense que ça passe par
comme dans l'ensemble de la société, par un respect mutuel. C'est la fin de ce numéro de Réseau d'enquête. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur France.tv. À très bientôt.